La Facture, émission 597. Aujourd'hui, vos voisins fument. Avez-vous raison de vous inquiéter? Est-ce qu'il va devenir malade après des années? Un locataire mauvais payeur accusé de fraude. Aussi, cette zapette empêchera-t-elle votre chien d'aboyer? Bonsoir, bienvenue à La Facture. Encore une histoire de fumée de cigarette qui dérange. On pensait pourtant que la question était réglée. Les fumeurs ont été mis dehors des bars, restaurants et autres lieux publics. Mais cette fois, il s'agit d'une histoire de gens, dans leur condo, dérangés par la fumée de la voisine. Je vous entends déjà me dire, mais franchement, si on ne peut plus faire ce qu'on veut chez soi... Mais attendez, regardez d'abord le reportage. Quand je vois mon enfant dormir, comment est-ce que je peux le protéger si je ne suis pas sûre de ce qu'on respire ici? Se battre contre ses copropriétaires pour respirer chez soi un air sain. On n'arrive pas à l'empêcher. Est-ce une bataille légitime? Quand ça sent, il y a une contamination. Il existe des recours, mais l'interdit de fumer, j'en doute énormément. Je ne me sens pas en paix ici. En écoutant l'histoire de Nadia Pérez et de Daniel Gutiérrez, de deux choses l'une. Soit vous trouverez qu'ils exagèrent, soit vous comprendrez ce qu'ils vivent. Depuis qu'ils ont emménagé dans une copropriété le 6 juin dernier, ils sentent une odeur de cigarette et cela les inquiète. On est venu à plusieurs reprises, puis on n'avait rien remarqué. On a déménagé le 6 juin, mais à la fin de la journée, on commence à sentir une odeur de fumée. 2 jours après, c'était épouvantable. La source de l'odeur, l'un des 3 condos de l'immeuble, celui du dessous. La propriétaire fume chez elle. Il s'agit d'une dame à la retraite qui passe beaucoup de temps à la maison. Et la fumée se ferait un chemin chez ses voisins. C'est la partie du mur, l'intérieur du mur, où on se rend compte que la fumée est vraiment à l'intérieur du mur. L'édifice est parcouru de canalisation électrique, canalisation de plomberie ou n'importe quoi d'autre. Le docteur Fernand Turcotte est professeur émérite de santé publique à l'Université Laval. Ça crée autant de micro-cheminées qui font qu'on estime que dans n'importe quel logement, il y a à peu près 60 de la ventilation qui provient d'autres logements. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, aérer n'est pas suffisant. Elle nous a dit qu'elle n'allait pas changer, qu'elle ne pouvait pas changer. Dans la vie de Leonardo, les problèmes sont simples. Il y a les bons et les méchants. Et les bons ont toujours raison. Mais pour ses parents, c'est plus compliqué. Leur voisine n'est pas une méchante, mais leur relation avec elle s'est détériorée. Au téléphone, cette dame nous a paru troublée par la situation. Elle n'a pas souhaité nous rencontrer. Et c'est dommage, car son opinion est celle de bien des gens. Elle dit qu'elle a quand même le droit de fumer chez elle. Mais je suis aussi chez moi, donc où est mon droit à respirer l'air que j'ai choisi de respirer, que c'est un air sans fumée? Où tracer la ligne entre le droit à la vie et à la sûreté et le droit au respect de sa vie privée? Le droit de fumer n'est pas interdit au Québec ni au Canada. C'est un produit qui est légal. L'avocate Karine Fournier s'intéresse depuis 5 ans aux droits des non-fumeurs dans les copropriétés et les immeubles à logement. On tolère le barbecue du voisin, on tolère la senteur des fois d'un animal, le poil, le bruit après 10h30, ça nous empêche de dormir, mais on va tolérer. Donc, chaque voisin se doit une tolérance envers autrui. Cependant, quand ces inconvénients-là dépassent la limite du raisonnable, de ce qui est tolérable, que ça devient excessif, à ce moment-là, la personne peut se voir obligée de cesser son comportement qui nuit à son voisin. Mais ce qui est excessif pour cette famille ne l'était pas pour les anciens propriétaires. Ce serait donc aux tribunaux de trancher. En Colombie-Britannique et en Ontario, quelques jugements ont forcé des gens à cesser de fumer chez eux parce qu'ils nuisaient à leurs voisins. Au Québec, on attend toujours la cause qui fera jurisprudence.
Ce qu'on voudrait que les tribunaux puissent reconnaître, c'est que le fait d'être incommodé est un préjudice en soi, qu'il n'y a pas à se détériorer jusqu'en maladie pour avoir droit à un milieu sain et sécuritaire dans son logement. Mais les copropriétaires ne veulent pas aller se ruiner en cours. Les recours légaux, c'est la dernière des solutions. C'est le cas de René Gravel et de Jean-Philippe Baudouin, dont les voisins d'en dessous sont fumeurs. Ça demande énormément d'énergie, ça mine complètement une relation entre des voisins. Les Gravel-Baudouin ont quand même fini par envoyer à leurs voisins une mise en demeure bien documentée. Ils nous ont dit, on est des gros fumeurs, on est conscient de ça. On peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont montré une ouverture, là. Aujourd'hui, leurs voisins fument dehors. Ils n'ont pas souhaité nous rencontrer, mais se sont dit heureux d'avoir changé leurs habitudes. Nadia Pérez et Daniel Gutiérrez n'ont pas les moyens, eux non plus, de demander aux tribunaux de trancher. Pourtant, leur demande est bien légitime, selon le docteur Turcotte. Ça ne prend pas une très grosse quantité de contaminants pour que ça sente, mais c'est une quantité qui est suffisamment grande pour être dangereuse. Le couple a donc misé sur des travaux de colmatage pour bloquer l'accès à la fumée. Il y a des solutions généralement techniques à ce type de problématique-là. Pour l'avocat Yves Jolicoeur, expert en copropriété, le meilleur compromis, c'est une ventilation efficace. C'est s'assurer que les systèmes qui vont faire circuler l'air dans le bâtiment performent selon les normes acceptables. Selon lui, il est clair que tous les copropriétaires doivent payer pour régler le problème. Une autre bataille à livrer pour les Pérez-Gutiérrez, cette fois contre la troisième copropriétaire, qui est l'administratrice. La dame qui est l'administratrice nous avait dit que finalement, tout ce qui était dans la partie privative, c'était à nous de le régler. Les administrateurs, des fois, se disent, bien, on n'a pas à s'en occuper. Et c'est pas toujours le cas. Souvent, ils ignorent que le mur qui sépare deux logements, c'est un mur commun. Et c'est le rôle du conseil d'administration de voir à faire des travaux correctifs dans les parties communes. Faute d'argent, le couple s'est limité au colmatage. Mais la fumée s'infiltre toujours. À la jonction avec le mur et le plancher, il y avait des ouvertures. Les Gravel-Baudouin aussi ont senti les limites du colmatage. Ça ne surprend pas le docteur Turcotte, qui ne croit pas en ces solutions. Un édifice contenant plusieurs condos, comprenez-vous, ne peut être vraiment sans fumer que si c'est interdit de fumer partout. Je ne me sens pas en paix ici. Est-ce qu'il va devenir malade après des années? Donc je suis très inquiète. Elle a raison d'être inquiète. C'est vrai que son fils est plus à risque que s'il avait 14 ans ou s'il avait 20 ans. Pourquoi? Bien, parce qu'il est encore en plein développement. Il n'y a pas si longtemps, la fumée de cigarettes ne dérangeait personne. Puis, on a commencé à s'inquiéter de ses effets. Peut-être que dans 20 ans, il sera acquis qu'on n'a pas le droit de fumer en copropriété. Le débat est lancé. Je pense pas que le législateur va vouloir s'introduire, comme disait Pierre-Éliott Trudeau, dans la chambre à coucher des copropriétaires. Les connaissances qui établissent que c'est dangereux sont bien établies. C'est pas un travail de croisée ou de, si vous voulez, d'ayatollah d'une cause particulière. C'est l'état de la connaissance. La situation idéale serait qu'il y ait des immeubles fumeurs, des immeubles non-fumeurs. En attendant, les copropriétaires sont condamnés à trouver eux-mêmes leur solution. Si il y a des fumeurs qui emménagent au rez-de-chaussée, ça va être à recommencer. Il n'est pas question qu'on se lance là-dedans une deuxième fois. Là. C'est pas juste pour nous, c'est vraiment aussi pour éviter que quelqu'un d'autre passe à travers ce que nous, on est en train de traverser. L'administratrice de la copropriété des Pérez-Gutiérrez est maintenant disposée à les aider, mais ses budgets pour ça sont limités. Au pays, on commence à voir apparaître des immeubles résidentiels réservés aux non-fumeurs et ces propriétés se vendraient très bien. Au Québec, la Régie du logement s'est déjà prononcée là-dessus, mais pour l'instant, ces décisions vont dans tous les sens. Après la pause, un locataire mauvais payeur accusé de fraude.
Lui, là, on peut dire que c'est le roi des fraudeurs. Tant qu'à moi, il devrait être en prison, ce gars-là. En janvier dernier, nous vous avons raconté l'histoire d'un locataire devenu le pire cauchemar de ses différents propriétaires. Le reportage soulignait que la police hésitait à reconnaître l'existence d'une possible fraude dans le comportement abusif de ce locataire. Depuis la diffusion de notre reportage, cette histoire a connu de nombreux rebondissements. Nous faisons le point aujourd'hui. Gilles Boucher et Mireille Rochon, deux propriétaires qui ne se connaissaient pas, ont été frustrés par le même locataire, Denis Normand. Denis Hamelin-Normand? Oui. François Dallaire, je suis journaliste à l'émission La Facture de Radio-Canada. J'ai pas vraiment le temps pour ça. Lui, là, on peut dire que c'est le roi des fraudeurs. Tant qu'à moi, il devrait être en prison, ce gars-là. À 6 reprises, il a été condamné par la Régie du logement à payer son loyer à ses différents propriétaires pour un total de 20 000 $. D'un logement à l'autre, au moment de signer son bail, Denis Normand a répété les mêmes mensonges à propos de son emploi, de son revenu et de son adresse. Il nous a dit qu'il était propriétaire d'une limousine avec son frère. Jet Set Limousine, et puis il y avait un numéro de téléphone pour tout ça. Alors, c'est ça. Il disait qu'il louait ça pour les anniversaires, les mariages ou n'importe quelle occasion qu'une personne veut louer une limousine. Je crois que c'est un profiteur qui cherche du logement là, gratuit. Même si cela fait 4 ans, Gilles Boucher a conservé les messages sarcastiques que Denis Normand lui a laissés dans sa boîte vocale. Non, t'es pas malade, je sais que t'es frustré, mais regarde, c'est juste de l'argent. En fait, c'est juste ton argent. 6e victime de Denis Normand, Mireille Rochon ne s'est pas contentée du jugement obtenu à la Régie du logement. Elle a décidé de porter plainte à la police de Gatineau. Mais à l'époque, les autorités ont refusé de l'entendre. C'est une affaire civile. Alors, le service de police n'est pas interpellé par une affaire civile. Ma belle-mère était avec moi, puis les deux, on était là. Bien, voyons donc. Comme c'est un criminel, ce gars-là, là, t'sais, là. Contrairement à ce que croyait Mireille Rochon, les jugements contre Denis Normand ne font pas de lui un fraudeur. Pour qu'il y ait fraude, il faut se référer au Code criminel à l'article 380. Est coupable d'un acte criminel quiconque, par supercherie ou mensonge, frustre une personne de quelque bien, service ou argent. Se prétendre propriétaire d'une limousine dont c'est le gagne-pain et que ce n'est pas le cas, est-ce que ça fait partie de d'un mensonge. D'un mensonge? Ça semble être un mensonge s'il n'est pas capable de présenter des documents qui viennent prouver ce qu'il avance. Notre recherche a permis de mettre en évidence les mensonges répétés de Denis Normand. La police a alors repris son enquête. 10 mois après la diffusion de notre reportage, les deux propriétaires sont tout sourire car ils se retrouvent finalement au palais de justice. C'est sur la déclaration, sur l'application du logement que la fraude a eu lieu. Les mensonges répétés de Denis Normand sur son bail ont fini par le rattraper. C'est sur cette base et en vertu de l'article 380 du Code criminel qu'il est maintenant accusé de fraude. On est bien contents, c'est sûr. Nous, en partant, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était d'empêcher Denis Normand et Marianne Lamisse de flouer d'autres propriétaires. Puis finalement, ça a fait que ça va peut-être changer les choses pour beaucoup de propriétaires. Puis c'est ce qu'on espère, que la justice va prévaloir dans ce dossier-là. Même si le verdict n'a pas encore été prononcé, ils savourent déjà leur victoire. Car c'est ici, et non à la Régie du logement, qu'ils voulaient voir comparaître leurs anciens locataires. Je suis très heureux de ça, parce qu'au moins, on devrait voir le déroulement un peu plus vite du côté criminel qu'avec la Régie du logement. Sur sa page Facebook, Denis Normand a annoncé qu'il se préparait à mener une bataille pour faire valoir son point de vue.
Il a même créé le groupe des locataires mécontents du Québec. Mais à la première convocation, il n'a pas daigné se présenter devant le juge. Il a plutôt retenu les services de l'aide juridique. M. Normand est venu à notre bureau et il a signé un document, ce que l'on appelle une désignation d'avocat, ce qui permet à monsieur de s'absenter et de faire confiance à l'avocat qui va s'occuper du dossier pour lui. Mais éventuellement, M. Normand devra se présenter à la cour en temps opportun. Les frasques de Denis Normand ne datent pas d'hier. Plusieurs fois, il a réussi à passer à travers les mailles du filet de la justice. Nos recherches démontrent qu'il y a 20 ans, il a fait d'autres victimes, mais sous un faux nom. Le 13 novembre dernier, Denis Normand s'est enfin présenté au palais de justice. Mais la cause a de nouveau été reportée. En février dernier, nous vous avions raconté l'histoire de l'entrepreneur invisible. Éloïe Petit-Trudel, alias Valérie Martel, alias Cathy Trudel, se faisait payer par ses clients pour installer des clôtures. Le problème, elle gardait l'argent, n'installait pas les clôtures et disparaissait. Regardez bien. Bien équipée, véhicule dernier cri, elle installe des clôtures un peu partout dans la région montréalaise. Professionnelle en apparence, mais quand on lui pose des questions, elle fuit nos caméras. Sur votre site Internet, là, pas d'adresse. Non, ça, c'est normal, parce qu'on n'a pas de pignon sur rue. Sans pignon sur rue, les commerçants peuvent plus facilement échapper à leurs obligations. On aimerait ça vous faire une entrevue avec vous. Il y a du nouveau. Le 23 avril dernier, Éloïe Petit-Trudel a été arrêtée. Nous avions d'ailleurs filmé son arrestation au palais de justice de Longueuil. Elle a été remise en liberté quelques jours plus tard, mais on l'a arrêtée à nouveau. Elle voulait recommencer à installer des clôtures, toujours sous un faux nom. Les policiers de l'Assomption ont aussi perquisitionné son logement de Longueuil à la recherche de preuves. Le 24 septembre dernier, elle a été reconnue coupable de fraude et de fabrication et utilisation de faux documents. Éloïe Petit-Trudel vient d'être condamnée à 14 mois d'emprisonnement et à une amende d'un peu plus de 4 000 $. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous avez 63 ans. Vous décidez d'acheter une voiture que vous financez sur 4 ans. Lors de l'achat, le concessionnaire vous propose une assurance invalidité que vous prenez. Alors, vrai ou faux, cette assurance invalidité prendra fin quand votre emprunt sera payé. La réponse après la pause. Vrai ou faux, cette assurance invalidité prendra fin quand votre emprunt sera payé. Faux. La plupart des assurances invalidité qui compensent un revenu perdu se terminent lorsque vous atteignez l'âge de 65 ans. Si vous prenez ce genre d'assurance, informez-vous sur son âge limite et la durée de sa protection. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Le Pet Command, c'est une sorte de zapette pour entraîner les chiens. Il a plusieurs fonctions. Le contrôle d'aboiement, l'entraînement et une lampe de poche. Eh bien, comme lampe de poche, peut-être, mais comme système pour entraîner les chiens, moins sûr. Voici le système Pet Command, un tout nouveau système qui corrige de mauvaises habitudes instantanément. Le Pet Command émet des ultrasons. Ces sons atteignent des fréquences que nous n'entendons pas, mais que les chiens, eux, peuvent percevoir. En appuyant sur le bouton approprié du Pet Command, un son à très haute fréquence est émis pour interrompre les aboiements instantanément. Le fabricant affirme même que ces ultrasons permettent de dresser un chien à faire des choses étonnantes. Il suffit d'émettre le signal voulu pour lui apprendre les bonnes manières. Constatez vous-même les progrès accomplis en si peu de temps.
Nous avons consulté 2 éducateurs canins. Pour eux, c'est clair. Un son ne peut pas dresser un chien à aller chercher une bière dans une glacière ou les pantoufles de grand-mère. Il suffit d'appuyer sur un seul bouton pour faire taire tout un chenil. Incroyable. Vraiment? Nous avons voulu le vérifier au chenil de la SPCA, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. De toute évidence, ça ne fonctionne pas aussi bien que dans la pub. Pourquoi? Nous avons demandé à un technicien de mesurer les fréquences émises par le Pet Command. Surprise! En mode contrôle des aboiements, les fréquences sont si élevées que les chiens les entendent à peine. Idéal pour les chiots qui apprennent à marcher correctement. Vous pouvez maintenant dresser votre chien comme un pro. Les 2 pros auxquels nous avons parlé n'y croient pas. Dresser un animal prend du temps et les meilleures méthodes passent par le renforcement positif, les récompenses. Une zapette éteindra votre télé, mais ne dressera certainement pas votre chien. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Orléans ou à Cap-des-Rosiers, merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. Je réclame le 15 ans que j'ai payé pour rien. Ce citoyen a payé trop de taxes. Ça fait 15 ans que je paye ces infrastructures-là. La ville devrait tout simplement réaliser son erreur. C'est plate pour monsieur Plouf. Mais la ville ne le remboursera pas au complet. Non, il dit on te paye seulement les 3 dernières années. Je suis plus confortable à respecter la loi. 2012, 2013, 2014. Mais c'est ça qui a du bon sens. Sans ça, ça serait n'importe quoi.